Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Supply Chain Village pour cette webconférence qui a pour thème orchestrer votre supply chain de bout en bout sans refonte de votre SI. Alors c'est un sujet finalement pas souvent abordé, puisque souvent les projets de transformation s'accompagnent de changements d'outils également. Donc on va voir aujourd'hui à travers la présentation de nos deux intervenants comment justement on peut améliorer l'existant sans finalement investir massivement dans un nouvel outil informatique. Pour commencer, je vais demander à ces intervenants de bien vouloir se présenter, en commençant par Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Philippe, donc Sylvain Guilbault, donc Sales Engineer chez Intersystems, qui est un éditeur international dont le siège est à Boston. D'accord. Qui a des solutions justement dédiées au monde de la supply chain dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Intersystems, c'est combien de personnes dans le monde? Alors c'est simplement 2000 personnes, donc oui. Pas énorme, mais avec un joli ratio en termes de chiffre d'affaires, puisqu'on est à plus d'1,2 milliard. Donc on peut aussi dire en moyenne 100 millions de dollars par mois. C'est aussi une autre manière moins agressive de parler gros chiffres. Donc une entreprise qui est maintenant âgée de 47 ans, oui. créée en 78, et qui, je le répète, a une vraie dimension internationale, dont une présence forte en France. D'accord. Qui agit en fait sur 3 secteurs, vraiment. Donc on est historiquement vraiment une société technologique, donc un éditeur de technologie, sur laquelle on a bâti des solutions métiers, donc pour la supply chain, mais aussi pour la santé, pour les services financiers. Donc on est en capacité, en fait, parce qu'on vient de la technique, de maîtriser complètement les sujets autour de la data, qui nous donne un petit peu une force, en termes notamment de performance, sur certains sujets à très haut volume, qui nous fait un peu sortir de la concurrence sur pas mal de marchés. Des sentiers battus. Voilà, aussi. Merci Sylvain. Gilles, bonjour. Oui, bonjour Jean-Philippe, donc Gilles Allais, donc fondateur du cabinet Supply. Ouais. Nous sommes spécialistes des logiciels qui s'adressent de près ou de loin à la supply chain. Je dirais notre mission, c'est vraiment d'accompagner aussi bien les industriels que les distributeurs, à la fois à choisir et peut-être à utiliser ou mieux utiliser les logiciels qu'ils utilisent pour améliorer leur supply chain, et ce de façon conjointe, si je puis dire. Donc on s'adresse vraiment à tout secteur d'activité, aussi bien donc des PME, des ETI et des grands comptes. Et on a également aussi une offre à destination des éditeurs qui cherchent justement à rencontrer leurs clients sur le marché de la supply chain. D'accord. Les systèmes d'information, Gilles, accompagnent souvent les projets de transformation, je le disais tout le temps, enfin tout à l'heure en préambule. Il s'agit souvent d'accompagner la complexité et de gérer la complexité d'une supply chain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot avant peut-être de rentrer un peu plus dans le vif du sujet? Oui, bien volontiers. Donc, je commencerai par une évidence qui est sans doute partagée par les professionnels de la supply chain, à savoir que la supply chain est toujours plus vaste et toujours plus complexe. Et donc, par voie de conséquence, ça va adresser une multitude de métiers qui vont, je dirais, de la planification à la logistique, en passant par, je dirais, la production, les approvisionnements. Plus de nouveaux métiers connexes qui apparaissent, liés à, par exemple, l'analyse des données, la RSE ou la gestion du risque en termes de supply chain. À côté de ça, ce qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus, la supply chain étant plus vue uniquement comme une fonction de support logistique, est vraiment plutôt au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et dans ce contexte, va interagir avec les autres départements qui sont typiquement la RH, le marketing, le commercial et bien évidemment la finance, la direction générale. Ouais. Ce qui fait qu'à la fin, tous ces acteurs, quelque part, participent, jouent leur partition, si je puis dire, dans la bonne orchestration des processus liés à la supply chain. Et donc, bien évidemment, vis-à-vis de cette complexité en termes de métier, de façon pas surprenante, on retrouve une certaine complexité en termes de systèmes d'information. Une mosaïque d'outils qui vont, qui vont s'adresser à ces besoins métiers qui seront plus ou moins bien interconnectés. Alors, pour essayer très rapidement de faire un panorama, une cartographie, je dirais qu'on pourrait, ces outils-là, liés à la supply chain, on pourrait les cartographier en 4 catégories. Oui. Il y a les outils de gestion transactionnelle, première catégorie, les outils de planification, les outils d'exécution, et une 4e catégorie que j'appellerais, moi, les outils de support, sur lesquels je reviendrai. Bon, rapidement, donc, le premier outil, les outils de gestion, c'est typiquement donc, les outils de type ERP, qui vont être capables donc, de traiter un petit peu tout ce qui est les données techniques, les achats, les ventes, la finance, etc. et qui, quelque part, vont alimenter les autres briques applicatives du système d'information.
D'ailleurs, les ERP sont d'ailleurs pas toujours monolithiques, puisque souvent ils sont complétés par des applications dédiées voilà, pour la compta, les achats, le PLM et ainsi de suite. Dans la deuxième catégorie d'outils, ce qu'on appelle les outils de supply chain planning, on va trouver principalement donc, les APS, qui vont adresser les niveaux de planification stratégique, tactique, opérationnelle. On trouve aussi de plus en plus des plateformes plus ouvertes, ce qu'on appelle les EPM, qui seront plus sous forme de boîte à outils, qui vont plutôt adresser les niveaux stratégiques, etc. Et troisième catégorie, ce qu'on appelle la supply chain exécution. Et là, il y a vraiment encore plus d'acronymes, si je puis dire, et quelque part, cette profusion d'acronymes reflète la nécessité d'adresser des processus très, très, très ciblés. Donc, on peut citer un petit peu en vrac le WMS pour l'entrepôt, TMS pour le transport, EMS pour les commandes, SRM pour les relations fournisseurs, et puis de plus en plus aussi de nouveaux outils, YMS pour gérer les flux de véhicules, WCS pour gérer l'intralogistique, etc., etc. Donc on le voit, quelque part, la tendance, elle n'est pas, je dirais, à l'uniformisation et encore moins à l'homogénéisation des systèmes d'information. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, je dirais, il y a l'émergence d'une quatrième catégorie d'outils que moi j'appellerais les outils de support, dont la vocation n'est pas de venir remplacer les systèmes d'information existants, mais plutôt d'essayer de les conforter, de les renforcer, et surtout de faire en sorte qu'ils puissent travailler de concert les uns avec les autres de la meilleure façon. Alors, sans vouloir perdre un peu l'auditoire dans une nomenclature trop complexe, j'aurais tendance à diviser ces outils de support en 4 sous-catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les solvers, qui vont faire de l'optimisation sous contrainte pour faire des calculs de prévision, de la planification à capacité finie, de l'optimisation tournée, etc., et qui vont s'appuyer sur les nouvelles technologies, Big Data, IA, etc. Donc ça, c'est la première catégorie. Il y a une deuxième catégorie d'outils qui vont adresser directement la visibilité, dans lequel on va trouver par exemple les tours de contrôle. Troisième catégorie, pour aller rapidement, donc tout ce qui est attrait à la modélisation, la simulation, ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Et la quatrième catégorie, je garde le meilleur pour la fin quelque part, c'est ce qui est vraiment une tendance émergente qui est pour moi la plus intéressante dans l'évolution des SI actuelles, c'est tous les outils qui vont s'attaquer à la gestion de données. Donc c'est des plateformes technologiques qui au départ sont transverses, qui s'adressent de plus en plus à la supply chain et qui ont pour vocation d'aider d'une part à mieux orchestrer les processus au sein de l'organisation et d'autre part à mieux gérer l'interopérabilité entre les systèmes. En passant par la préparation de données, le retraitement et tout pour digérer un petit peu ces données et ensuite aller alimenter en retour tous les outils applicatifs qu'on a précités précédemment, si je puis dire. Oui, parce que c'est bien d'avoir beaucoup d'outils, mais après, il faut effectivement qu'ils puissent dialoguer entre eux, se comprendre et puis apporter une visibilité sur l'ensemble de la supply chain. C'est peut-être ça, finalement, le plus compliqué à avoir, c'est-à-dire cette vision globale sur l'ensemble de la supply chain. Alors oui, la vision globale, c'est plus que jamais, je dirais, à la fois nécessaire et difficile à obtenir. Donc on sait bien que les entreprises évoluent dans un mode qu'on appelle le mode VUCA, et ça ne va pas en s'arrangeant avec les contraintes géopolitiques ou les tarifs douanières dont on est tous un peu au courant. Et du coup, quelque part aujourd'hui, je dirais d'essayer de disposer d'une visibilité globale de la supply chain, ça relève un petit peu du Graal, un peu difficile à atteindre, et ce pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que les supply chains sont intrinsèquement fragmentés et mondialisés avec une multitude d'acteurs. On a évoqué les acteurs internes, mais il y a aussi effectivement les acteurs externes, donc les clients, les fournisseurs, les transporteurs, etc. Et du coup, essayer d'améliorer la visibilité, ça revient à essayer de faire transiter des flux d'informations qui sont par définition non standardisés à travers des systèmes qui, par définition, ne sont pas homogènes. Donc on voit que le challenge est important. Et d'autre part, parce que voilà, l'évolution des entreprises fait que de plus en plus ces entreprises en permanence, elles évoluent, soit via croissance externe, soit via le développement de nouvelles activités. Et la conséquence de ça, c'est que ces entreprises ont hérité de nouveaux systèmes d'information qu'il va falloir intégrer dans le système d'État existant. Et souvent, en plus, les systèmes d'information dont elles héritent sont même déjà un petit peu obsolètes, ce qui vient quelque part alourdir la dette technologique dont on avait déjà du mal à se débarrasser. Et le dernier point le plus important, c'est ce qui va bloquer un peu cette visibilité, c'est un peu, je crois, le sujet du jour, c'est toute la qualité et l'intégration des données. Qui est vraiment un obstacle majeur. Donc on constate qu'effectivement les données comme les processus sont cloisonnés. À cela, on ajoute le fait qu'il y a souvent des problématiques aussi qui vont freiner les entreprises parce qu'on n'adresse pas correctement les problématiques liées à la sécurité, la confidentialité, le fait qu'on ait du mal à partager les données avec des tiers, si je puis dire. Alors la visibilité des données, c'est un problème qui est avec une plus grande acuité aujourd'hui, mais ça existait déjà depuis un certain temps. Donc il y a déjà eu des tentatives pour essayer d'améliorer tout ça avec plus ou moins de succès. La première, effectivement, c'est d'essayer de mettre en place des systèmes ERP. Donc la vocation, effectivement, c'est de gérer un peu tous les flux de façon intégrée.
Et le force est de constater qu'ils n'ont pas su adresser les besoins métiers. Et si on prend l'exemple de la supply chain, effectivement, donc, dans le meilleur des cas, ces ERP ont été complétés par des applications métiers. Ouais. Et dans la plupart des cas, plutôt complétés par des solutions de contournement sous Excel, ce qui va un peu agir à l'encontre de l'objectif initial d'avoir un outil intégré, si je puis dire. Et puis, ce qu'on voit aussi côté visibilité, donc il y a eu des tentatives pour mettre en place, je l'évoquais en préambule, des solutions de type tour de contrôle. Donc, ouais. ça pouvait sembler une solution intéressante. Le constat qu'on fait malheureusement, c'est que ces tours de contrôle, elles restent quelque part dans leur silo. C'est-à-dire qu'on va avoir des tours de contrôle qui vont voir tout le transport ou toute la logistique, mais qui seront complètement aveugles par rapport à tout ce qui se passe par ailleurs, toute la partie amont de la supply chain et vice-versa. Donc, quelque part, on a du mal encore à décloisonner et à atteindre l'interopérabilité des systèmes, ouais. Ce qui passe aussi par le décloisonnement, bien entendu, des métiers et de l'organisation. Si oui, bien sûr. Alors, je le disais tout à l'heure, souvent, les projets de transformation étaient associés à la mise en place de nouveaux outils informatiques. Est-ce que ça veut dire qu'on a oublié au fil du temps, finalement, que la supply chain, c'est d'abord de l'organisation, c'est décloisonner les silos? Est-ce que, finalement, il n'est pas important de revenir aux fondamentaux? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est symptomatique de noter que c'était paradoxalement une des ambitions initiales du SNOP, initié par les pères fondateurs, qui visait à mieux faire collaborer les métiers et les faire participer dans les mêmes réunions, etc. Donc on voit qu'on en est loin, si je peux dire, et que le décloisonnement, c'est pas si facile à atteindre. Et pour revenir, je dirais, à la transformation digitale, effectivement, il y a une tentation qui est souvent facile de vouloir remplacer les outils existants du SI si, effectivement, ils sont rejetés par les utilisateurs ou ils sont contournés par les utilisateurs. Mais le risque, c'est souvent, quand on pose un diagnostic sur ce type d'outil, c'est que ce diagnostic soit incomplet ou erroné. Si on ne prend pas en compte que les difficultés de fonctionnement que rencontre cet outil sont peut-être liées à un déficit de collaboration entre les processus amont et aval. Et juste pour illustrer mon propos, je prends 3 exemples. Sur les prévisions, par exemple les prévisions de vente, où souvent on trouve qu'elles sont imprécises, pas fiables, etc. On s'aperçoit que quand on creuse un peu le sujet, on se rend compte qu'on manque d'informations parce qu'on n'a pas su collaborer suffisamment avec l'équipe commerciale qui avait des informations à disposition, voire avec les clients, voire avec le CRM, etc. Donc ça, c'est encore une fois un problème de cloisonnement. Deuxième exemple aussi classique, le calcul de besoins auquel on ne fait pas confiance parce qu'il nous fait des recommandations, on les suit et pourtant on a toujours des ruptures, donc ça ne marche pas. Encore une fois, si on creuse un peu, on s'aperçoit que les informations qui sont dans le calcul des besoins, elles ne sont pas complètement à jour avec la réactivité que peuvent avoir le bureau d'études ou les méthodes. Typiquement, voilà, dans un contexte industriel, un rétrofit sur une machine client qu'on n'a pas pris en compte et donc on continue à approvisionner le mauvais composant, etc. Et dernier exemple, aussi caricatural, sur les lead time, où souvent les gens, entre guillemets, baissent les bras en disant on ne pourra jamais avoir des lead time fiables parce que les fournisseurs ne sont pas fiables, etc. Et là aussi, on se rend compte qu'avec une bonne pratique, si on avait pu mieux collaborer avec les fournisseurs, leur donner de la visibilité sur nos propres prévisions, probablement que même aurait été beaucoup plus performant, et donc du coup les lead time auraient été plus fiables, et donc par voie de conséquence, le système aurait été beaucoup plus performant, si je puis dire. Donc du coup, on voit qu'il y a nécessité de mieux orchestrer les processus pour avoir une meilleure collaboration, et ça passe aussi par le développement bien entendu, d'une culture entreprise pour une meilleure collaboration, une meilleure transparence et une meilleure agilité. Oui. Et le dernier point que je voudrais dire sur ce point-là, c'est que du coup, quand on va examiner des nouvelles technologies, qu'on va investir de nouveaux outils, il faut le regarder, bien entendu, à l'aune de ses capacités intrinsèques, mais aussi par rapport aux capacités qu'il aura de soutenir un petit peu cette nouvelle organisation décloisonnée et centrée sur les flux qu'on voudrait mettre en place. Bien sûr. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que vous pouvez poser vos questions dès maintenant et Sylvain et Gilles se feront un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Sylvain, finalement, quels sont les prérequis pour mettre en place une organisation optimum ? Alors déjà, pour rebondir sur ce que vient de dire Gilles, qui est à mon avis fort intéressant, on va tirer sur les différents outils. Ce qui nous intéresse, c'est les outils de support, ouais. Et peut-être donc la 4e catégorie, et peut-être dans la 4e sous-catégorie aussi, c'est-à-dire les solutions un peu transverses, ouais. Qui permettent justement de décloisonner ce qu'évoquait Gilles. Donc pour ça, il y a effectivement 6 prérequis pour nous. Donc je vais lister, puis je reviendrai plus en détail sur chacun d'eux. Le premier, et sans doute le plus fondamental de ces prérequis, c'est la gouvernance des données.
et qui est permise en fait par une infrastructure technologique. Donc c'est le prérequis des prérequis. C'est la fondation sans laquelle, en fait, il n'est pas question de s'attendre à beaucoup de choses solides. Gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire un data manager Alors, c'est le fait, en fait, d'avoir des données qui soient complètement nettoyées, de qualité, normalisées, ce qu'évoquait Gilles, en fait, les données qui ne sont pas sur des standards communs entre elles. Donc, c'est toute cette gouvernance et qui, je répète, est vraiment permise par une infrastructure technologique. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, Gilles n'a pas encore lâché le mot, mais c'est en fait une architecture data fabrique. En fait, une fabrique de tissus. Hein. Il faut toujours garder à l'esprit que toutes ces données, et surtout en supply chain, c'est un réseau. Donc, la supply chain, ça n'est qu'un réseau entre des biens, des services, etc. Et c'est un réseau de fils. Donc, si on vient à essayer de faire communiquer tous ces fils, on peut essayer d'obtenir un tissu, en fait. Et le terme data fabric, en fait, vient du Gartner, et Intersystem s'inscrit complètement dans cette démarche de créer une infrastructure technologique, encore une fois, pour gouverner la data. Et c'est, je répète, le prérequis des prérequis. C'est la fondation sur laquelle vont tourner les 5 autres axes des prérequis. Le deuxième qu'on peut citer, c'est l'alignement stratégique, avec des objectifs mesurables. Le troisième va venir à parler de la collaboration transverse, hein, de s'assurer de l'adhésion de tous les utilisateurs et de s'assurer en fait qu'il y ait une bonne gestion du changement. En quatrième, on peut parler de l'automatisation des processus et de l'optimisation de ces processus. En cinquième, de ces prérequis, on parle d'une visibilité de bout en bout avec une capacité à réagir et en temps réel. Et puis le dernier, auquel personne n'échappe, en fait, c'est la conformité, la sécurité, donc tout ce qui va être réglementaire. Donc pour revenir au tout premier, gouvernance de la data, on est vraiment sur un besoin d'harmoniser les données, de les unifier, de les nettoyer, de qualité, hein, parce que c'est ça quand même l'essentiel qui est, en termes de prérequis, vraiment la pierre de touche sur laquelle il ne faut pas improviser. Et donc, c'est à travers cette, encore une fois, infrastructure technologique qui est pas un produit sur étagère spécialement. Oui. Et c'est là où on parle en termes d'outillage. On est beaucoup plus sur une méthodologie, sur un accompagnement au changement qui n'est pas que technologique, mais aussi humain, en termes de décloisonnement, s'assurer de l'adhésion de tous les utilisateurs, donc faire participer énormément le métier, finalement. Et parce que la technologie est disponible. Donc il faut vraiment rentrer dans une architecture. Une architecture, par définition, c'est justement pas une solution toute faite. Ça n'existe pas, ça, et ça résoudrait rien. C'est curieux parce que tous les débats qu'on a en ce moment sur le sujet, on revient toujours à ça, c'est-à-dire l'importance de la data. Et même quand on parle d'intelligence artificielle, c'est toujours, voilà, si on n'a pas une data propre, nettoyée, à jour, on ne peut rien faire. Mais comment on s'y prend, quoi, pour vraiment avoir cette data nettoyée et exploitable? Voilà, exactement. Et c'est pour ça que j'insiste, il n'est pas question de faire de la technologie pour de la technologie. Il faut vraiment rentrer dans une démarche métier et recentrer et mettre vraiment au centre tout l'aspect besoin métier de ce qu'on cherche à résoudre, quels sont les problèmes qu'on va identifier. Et donc c'est cette méthodologie qui va faire surgir en fait les problématiques et de dire quels sont les points sensibles, les points critiques sur lesquels on veut créer de la valeur, parce que on est nous-mêmes tous utilisateurs de technologie finalement. Et on sait très vite déterminer ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on utilise en termes de techno est utile, ça c'est autre chose. Mais si on en revient vraiment au monde de la supply chain, les utilisateurs eux-mêmes vont très vite se faire une idée, et donc on ne les trompe pas. Ouais. Et donc il est question vraiment de les intégrer dans le métier, c'est la gestion du changement, hein, c'est un des prérequis que j'ai abordé. Et donc sur tous ces prérequis, on se retrouve toujours au centre, encore une fois, le prérequis des prérequis, cette gouvernance des data, qui, si elle n'est pas bien gérée, et c'est un process continuel, en fait. Hein. Il n'est pas question de s'arrêter. Il n'est pas question de se dire, bon, maintenant, ça y est, on a ce qu'il faut et on peut baisser les bras. Non, c'est de s'assurer sans arrêt et en continu que les données historiques, aussi bien que les données de temps réel, soient de qualité, soient en capacité, parce que c'est ce qui va alimenter tout le reste, en fait. Donc, vous aurez beau avoir, en termes de sécurité, en termes de conformité réglementaire,
si on parle de CSRD, CS3D, etc., tout ce qui va être aussi un pilier important, si vos données elles-mêmes ne sont pas de qualité, comment répondre à tous ces rapports Mais ça, dans l'entreprise, c'est la DSI qui s'en occupe ou c'est plutôt la supply? Alors, c'est les deux. Ouais. C'est une très bonne question, parce qu'en fait, on insiste vraiment sur le fait que c'est le métier qui doit piloter. Donc, si le métier n'est pas consulté, et encore une fois, avec des enjeux, c'est eux qui vont créer la valeur, clairement, dans l'entreprise. Et donc, c'est en adressant ces besoins métiers qu'on va s'assurer de l'adhésion des utilisateurs. Et de s'assurer aussi des utilisateurs sur toute la chaîne. Et ça, c'est une vraie gageure. Parce qu'en fait, la problématique qu'évoquait Gilles au démarrage, c'est que vous avez beau avoir les meilleurs ERP, les meilleurs APS, etc., chacun avec potentiellement, au niveau opérationnel, les meilleurs indicateurs clés, métiers, les meilleurs tours de contrôle, etc., peu importe, on va rester sur un périmètre qui est nécessairement et par nature partiel. Ce n'est pas le bout en bout de la supply chain. Et en fait, la gageure, elle est là en termes de gouvernance des data et de projets de transformation digitale. C'est vraiment la capacité à tout gérer de bout en bout, y compris, en fait, de rassembler les données, rassembler les utilisateurs, rassembler les métiers et les faire tous adhérer au projet en décloisonnant clairement, mais aussi bien sur des données qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur de votre SI. Donc, si on s'intéresse à tout ce qui va être donné en amont des matières premières, toute la filière qui va alimenter ces matières premières dans votre usine, si vous êtes manufacturier, et puis jusqu'au dernier kilomètre des clients. Donc, il y a des données qui nécessairement vous échappent, et échappent à vos APS, échappent à vos WMS, à vos entrepôts, etc., à vos TMS et dans toute la gestion logistique. Donc, tout ça, il faut vraiment se concentrer, encore une fois, sur le métier, faire participer tout le monde dès le début du projet. Et là, on ne parle pas d'outils. Ouais. On ne parle pas de spécialement solutions IT, encore une fois, sur étagère. On parle de méthodologie, on parle d'organisation. Et évidemment, il faut quand même s'outiller de choses qui soient capables d'absorber ces volumes. Bien sûr. Et notamment pour pouvoir réagir et avoir une réactivité qu'on évoquait sur la visibilité de bout en bout, sur des volumétries sans doute colossales, parce qu'on augmente au fur et à mesure les données qu'on va prendre. Pourquoi pas penser à des données d'IoT, donc qui vont permettre aussi d'alimenter, de donner une meilleure image de ce qui se passe dans toute la chaîne sur votre activité. Et donc, un prérequis dans le prérequis sur la gouvernance, c'est d'avoir des plateformes en termes d'infrastructures technologiques qui supportent cette charge. Et qui, donc, c'est un des paramètres importants, c'est la capacité à absorber ces gros volumes et avoir de très hautes performances. Mais justement, quand on veut investir dans un projet technologique et quand on a décidé finalement de se lancer dans un vaste projet de transformation, est-ce que c'est nécessaire de tout remettre à plat ? Justement pas, en fait. Et c'est un des biais qui est souvent pensé. D'abord, pour une raison très simple, c'est que tout remettre à plat, c'est souvent se faire plaisir. Voilà. Et puis, c'est pas possible, en fait, ni en termes de budget, ni en termes de délai. Ça veut dire que ça sera très long, évidemment, à tout reconstruire. Donc, il est hors de question d'envisager cela. Et puis, en fait, il y a un autre aspect de la réponse, c'est qu'on se rend compte que les prérequis sont déjà là pour mener à bien ces projets. Les données sont là. Les outils sont là. Il y a aussi des outils justement qui permettent d'alimenter correctement cette architecture data fabric. Ils sont un peu vieillissants. Et puis les méthodologies sont là aussi. Donc en fait, c'est vraiment de l'organisation de projet il faut commencer par modestement et progressivement faire ce qu'on appelle un audit de maturité data, maturité des données, comme par le passé, il y a eu beaucoup d'audits de maturité des processus. Et donc en fait, il faut s'inscrire dans cette même démarche qui va permettre de faire émerger justement les lacunes, les points d'amélioration, peut-être effectivement ce que vous évoquiez, les points d'obsolescence de certains process. Il y a des process qu'on continue à faire, peut-être même manuellement, qu'il n'est plus question de faire manuellement. Donc de progressivement tirer parti encore une fois, de cet audit, cette analyse de
de l'existant. Et donc c'est par cette découverte, et si possible exhaustive, hein, c'est ça qui est la vraie gageure, elle est là aussi, c'est la capacité de tout traverser, toute la chaîne. Et avec ça fait peur. Ce que disait Gilles tout à l'heure, ces outils supports qui permettent justement une meilleure interopérabilité entre ces différents outils qui des fois sont très cloisonnés, sont très silotés et ne permettent pas finalement d'avoir une vision globale sur l'ensemble de la chaîne. Et c'est ce qui fait penser que souvent cette capacité est impossible. Alors qu'en fait c'est justement possible, je le répète, les données sont là. Il n'y a plus qu'à y accéder, donc ça veut dire effectivement avoir cette infrastructure techno qui permette de capturer toutes les données dans tous les formats, dans toutes les spécificités de chacun, et donc de monter progressivement sur une normalisation, sur une standardisation de ces données, harmonisation, qui va permettre en fait de faire des constats, de lever en fait des bénéfices possibles en détectant en fait les failles, les points d'amélioration sur des choses concrètes, de peut-être réduire les délais, améliorer la satisfaction cliente, etc. On va se retrouver assez rapidement sur le fait que cette analyse de l'existant doit mettre en relief tous ces points d'amélioration. Mais en vous écoutant, je me disais, est-ce que finalement, aujourd'hui, les entreprises, enfin souvent, les entreprises ne s'attachent pas forcément, s'attachent moins finalement à mettre en place un outil, c'est-à-dire aux moyens, plutôt qu'à la finalité, à partir du besoin finalement. Est-ce que c'est pas l'essentiel, se demander, voilà, de quel outil j'ai besoin, quoi, avant même de savoir quelles sont toutes les fonctionnalités de l'outil. Cette question de repartir du besoin, c'est justement ça touche un point fondamental. C'est vraiment à travers ça, c'est par ça que tous les projets de transformation de supply chain doivent commencer. On n'insistera jamais assez. Il n'est pas question, encore une fois, de partir sur des approches d'abord technologiques. On repart du besoin, et tous les experts, Gilles en fait partie, vont partir de ce constat que l'analyse du besoin métier, c'est ça, encore une fois, qui est création de valeur, et qui doit être au centre vraiment de la démarche. Donc, il faut surtout éviter l'écueil de l'innovation technologique qui fait un peu briller les yeux et qui se dit, à travers ça, je vais résoudre mes problèmes. Si c'était le cas, ça aurait déjà eu lieu, en fait. Donc, encore une fois, c'est la capacité d'accompagner le changement, de revenir sur les besoins métiers et de garder, en fait, une approche sur mesure, très collaborative. C'est vraiment aussi, encore une fois, pas que les outils qu'il faut décloisonner, mais c'est aussi les acteurs de la supply chain, leur montrer les bénéfices très rapidement, avec un pilotage. On parle aussi de pilotage par la demande réelle. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de prévisions avec des outils standardisés qui ne répondent pas en fait à ces besoins. Donc si on reprend l'alignement des flux sur en fait les ressources, et les besoins effectifs des demandes clients, on va sans doute améliorer en fait là aussi la planification, les prévisions, etc. Un nouvel outil, oui, mais pourquoi faire finalement ? C'est exactement. Ça, la question qu'on doit vraiment se poser. C'est ça. Repartir du besoin métier, c'est essentiel. Mais alors vous nous dites aussi que la réponse à bien des problèmes réside dans la data. Alors pourquoi exactement ? Alors très bonne question, mais on ne parle pas spécialement d'IA. C'est important. L'IA en fait partie, mais c'est encore une fois une technologie. Donc c'est une technologie qui est pleine de promesses, mais qui fait aussi peut-être dériver certains sur l'approche, encore une fois, plus purement technicienne. Donc la donnée, si elle est bien exploitée, en fait, elle va permettre d'améliorer tout ce qui va être prévision, avec une vraie précision et une anticipation. Quand je parle de vraie précision, c'est un peu de sortir des approches qui sont purement intuitives et qui sont souvent manuelles, et au contraire de pouvoir avoir objectivé tout ça en fait, en disant la data parle. Encore faut-il savoir la faire parler, et l'interpréter, et vraiment apporter aussi une optimisation opérationnelle. Quand on a une capacité de rendre certaines tâches qui étaient intuitives et manuelles automatiques, là on parle de projets transverses en termes de supervision, mais on va pouvoir avoir un bénéfice sur l'opérationnel, parce qu'on va pouvoir redescendre certaines décisions en les automatisant
à l'échelle opérationnelle, donc dans les APS, dans les outils. Et c'est là où on se rend compte que on a bien fait de ne pas remplacer les outils, parce que les outils sont vraiment des cibles de ces activités vraiment de pilotage. Et donc, l'idée, c'est aussi vraiment, par la donnée, de réduire les risques, améliorer toutes les qualités au sens KPI du terme, pouvoir vraiment analyser aussi bien les données internes qu'externes. Et ça, c'est très important. Ça sort vraiment du scope, encore une fois, des outils opérationnels. On est en capacité de pouvoir faire s'intéresser nos clients à des données, pourquoi pas ce qu'on appelle le S-New, les données des réseaux sociaux, aussi bien que les news, aussi bien que la partie environnement, la partie météorologique, etc. etc. Donc, d'englober des données économiques aussi bien que des données internes, pour nous, est extrêmement intéressant. Et c'est là où on se rend compte que, évidemment, l'IA va se retrouver un peu partout en termes d'algorithmie derrière ça, mais que c'est encore une fois pas elle qui pilote. On ne doit pas être piloté par la donnée. Si en supply chain, on parle de demand-driven, oui, la demande, c'est intéressant, parce que c'est le marché qui parle. Se faire piloter par la donnée, moi, ça me fait peur. Donc il ne faut surtout pas être data-driven, comme certains tendent à le dire, mais il faut être vraiment besoin-oriented, donc se dire, en fait, on est orienté par le besoin, on est orienté par le marché, et c'est ça qui vraiment, encore une fois, je répète, crée de la valeur. Et les utilisateurs ne s'y tromperont pas. Donc être complètement piloté par la donnée, ça n'a pas de sens. La donnée, en tant que telle, n'a aucun pouvoir. Le pouvoir qu'on lui donne, c'est le métier qui va s'en servir correctement. D'accord. Alors, une question pour tous les deux. Vous nous dites qu'orchestrer intelligemment la donnée, ça permet véritablement de créer de la valeur. C'est ce que vous venez de dire. Quels sont justement les gains, les possibilités qu'offre justement une meilleure orchestration de la donnée et de quelle manière cela se traduit en termes de performance pour l'entreprise? Alors, déjà, effectivement, moi, ce que je voudrais souligner, c'est que l'approche qu'on est en train de mettre en exergue, elle n'est pas du tout antagoniste avec le fait qu'il faille à un moment donné ou à un autre bien remplacer les outils, parce qu'à un moment donné, finalement, dans la trajectoire, il faut les faire évoluer, il faut les faire remplacer. Et ces approches-là sont complémentaires, parce que le fait de pouvoir orchestrer les données, quelque part, ça va justement réduire le risque. Je pense que Sylvain un peu l'évoquait avec d'autres mots, mais et garantir le succès, la trajectoire de transformation digitale de deux manières. Donc effectivement, on va pouvoir prolonger effectivement la durée de vie des outils existants, le temps que le nouveau système se déploie. Et ça, c'est intéressant parce que dans les gros projets, Big Bang, dans des grosses organisations, il y a ce qu'on appelle le phénomène de pilote et de rollout. Et si vous êtes la 25e business unit et que vous attendez que le projet se déploie, vous faites quoi en attendant? Donc le projet est globalement à risque d'arriver nulle part. Alors que si effectivement on a un peu sécurisé ces outils par une meilleure orchestration des données, on se donne les moyens de faire une transition beaucoup plus en douceur. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, effectivement, c'est que de mieux orchestrer les données, donc du coup, on va optimiser la qualité de ces données, on va aussi les retravailler au passage avec la notion de data fabric qu'avait évoqué un peu Sylvain. Et du coup, quelque part, quand on se replace dans le fait qu'à un moment donné, quand on va investir dans les nouveaux outils, on a une chance que ces nouveaux outils donnent satisfaction, parce qu'effectivement, on aura aplani le terrain en amont, on aura effectivement préparé des données, on leur a donné vraiment tous les moyens d'utiliser ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire d'optimiser, de planifier à l'intérieur de son domaine d'expertise, si je puis dire. Je croyais que tu allais... C'était la fin de la phrase. C'était la fin de la phrase. Oui, une autre question. Je me demandais en quoi, finalement, l'interprétation des données permet d'améliorer la visibilité et rend plus fluide, finalement, les opérations. Alors, justement, l'interprétation des données, c'est une fois qu'on a résolu cette question de l'accès aux données, donc avec tout ce qui... corollaire, c'est toute la préparation, le nettoyage, la mise à disposition, le reformatage, si je puis dire. D'une certaine manière, entre guillemets, le champ des possibles devient considérable. Et notamment, la fameuse IA dont on nous parle va pouvoir donner enfin tout son potentiel avec cette capacité d'analyser, d'apprendre, d'interpréter rapidement une grande masse d'informations. Donc on a évoqué un peu les données, Sylvain évoquait tout à l'heure les données S-New notamment, mais pas que.
Et typiquement, l'interprétation des données va permettre de détecter des signaux faibles quelque part dans la supply chain et de pouvoir anticiper peut-être un aléa, une rupture potentielle chez un fournisseur ou quelque part dans la chaîne d'approvisionnement et prendre les décisions de façon anticipée et pas être toujours en mode réactif, comme on est souvent dans la partie exécution. Donc ça permet, je pense que ça met un petit peu d'huile dans les rouages et ça permet effectivement de mieux anticiper, si je puis dire. D'accord. Sans citer de marque, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment concrètement vous avez pu mettre en place ce type d'organisation au sein d'une entreprise ? Alors effectivement, alors déjà InterSystems en tant qu'éditeur vient apporter des solutions modernes d'orchestration qui sont censées accélérer la mise en œuvre de ces solutions transverses d'amélioration, etc. Donc un des premiers, un cas que je peux citer, c'est une entreprise assez classique qui a plusieurs entrepôts, plusieurs points de vente et qui a du mal en fait à prendre des décisions en temps réel parce que ces systèmes sont très cloisonnés, ce qu'on évoque depuis le début de l'entretien. Et donc, elle souhaitait simplement améliorer sa gestion de stock et sa satisfaction client, chose tout à fait louable par ailleurs. Et elle faisait face à des problèmes de rupture de stock ou de surstock. Donc c'est les deux en fonction des produits à rotation rapide ou rotation lente, etc. Et donc une prise de décision qui était rendue complexe parce que ces systèmes de logistique, de gestion de vente, de e-commerce et de fidélisation des clients, par exemple, étaient très disparates. Donc, 3 grandes étapes ont été suivies par cette entreprise. La première, c'est la collecte des données. Donc, la capacité, justement, ce qu'on disait, d'aller chercher toutes les données issues des caisses, aussi bien que des sites web, des inventaires dans les entrepôts, et puis évidemment des programmes de fidélité aussi liés à ses clients. Et donc tout ça, ça a été justement harmonisé, unifié, en garantissant une fiabilité de la data. On revient au fondamental de la gouvernance. En deuxième temps, est venue une transformation des données pour justement atteindre un format standardisé. Ça permet en fait de détecter des tendances d'achat, aussi bien que des pics de demande sur là aussi les produits à rotation lente ou rapide, et puis de détecter aussi des tendances, des comportements clients. Donc après, déjà dans cette deuxième étape, il y a des outils de pilotage au sens tableau de bord qui vont permettre justement en temps réel de générer des alertes automatisées en cas de seuil critique atteint, par exemple, un seuil haut ou bas. Et puis la troisième et dernière démarche, c'est justement grâce à ces tableaux de bord et à ces prises de décision, d'être en capacité d'activer ou d'automatiser, et là on redescend encore une fois dans les applicatifs existants, c'est très important à garder en tête, ces résultats d'analyse, en fait, on va les intégrer dans les process opérationnels. Et donc ça, c'est par exemple un réapprovisionnement de stock en automatique, un ajustement dynamique des promotions pour les clients, aussi bien que des notifications temps réel vers les commerciaux, vers les équipes logistiques, etc. Donc tout ça, ça permet d'avoir une vraie visibilité sur l'ensemble de toute la chaîne, qui évidemment a des bénéfices sur l'anticipation des ruptures, voire les éviter complètement, et puis d'optimiser tous les flux en fait, pour mieux répondre aux attentes des clients, donc amélioration générale. Vous aviez des slides à nous montrer peut-être ? Oui, alors en fait, le premier slide qu'on peut voir ici, ça illustre simplement les deux solutions qu'InterSystems propose à date sur le marché de la supply chain. Donc encore une fois, dans une but d'accélération de la mise en œuvre de cette gouvernance des données. Donc le premier qu'on voit à gauche, c'est le Supply Chain Orchestrator, qui est en fait une vraie plateforme d'interopérabilité d'abord et de prise de ce qu'on appelle décision intelligente par cette capacité en fait de résoudre toutes les étapes qu'on évoquait en termes de prérequis. Puis l'autre produit complètement différent à droite et complémentaire. Donc les deux offres sont à la fois disjointes et complémentaires. Donc elles peuvent vraiment se déployer indépendamment l'une de l'autre. Le deuxième, c'est un service cloud en fait, complètement managé par InterSystems, qui s'appelle Data Fabric Studio pour la supply chain, qui peut justement venir alimenter le premier produit, le Supply Chain Orchestrator, ou venir alimenter n'importe quel des APS de nos clients. Donc, encore une fois, les deux produits sont là pour se compléter. Et donc, donc l'un peut vraiment être déployé
en lieu et place de l'autre. Et on retrouve en fait à chaque fois dans ces deux produits l'architecture Data Fabric qu'on évoquait au démarrage de cet échange. Et encore une fois, à droite, dans une Data Fabric, on est toujours sur des sources en fait à gauche qui sont très hétérogènes, très en silo et qui sont par nature cloisonnées. Et puis à droite, on a toujours les cibles. C'est le principe de la Data Fabric. On tisse des liens, encore une fois, avec tous les fils. Et puis on crée un tissu qui va être propre à chacun avec son contexte complètement maîtrisé. Et puis à droite, encore une fois, on a toutes les cibles. Les cibles, c'est justement vos applications qu'il n'est pas question de remplacer. Sauf à avoir nécessairement détecté une obsolescence ou une modernisation nécessaire dans l'entreprise. Mais ce n'est pas une décision qu'on doit prendre au préalable. Ouais. D'accord. Et là, justement, quels sont les gains qu'on peut espérer quand on a mis en place ce genre d'organisation ? Alors, les gains sont la véritable capacité à superviser de bout en bout. Ce qu'on disait au démarrage, c'est que la plupart du temps, toutes les tours de contrôle déjà mises en place par différents acteurs, sous un angle, pourquoi pas d'APS ou de RP ou autre, de MES, etc., chacun peut apporter des outils de supervision de type tour de contrôle. Mais aucun n'est en capacité finalement d'assurer le bout en bout de la supply chain. Ouais. Donc le premier bénéfice, il est vraiment là, de dire que en fait, à la fois, je répète, à l'intérieur de votre SI comme à l'extérieur, la capacité de capter des signaux forts ou faibles et de décider d'en tirer parti parce que ce sont des données, ça vient garantir cette supply chain de bout en bout et au fur et à mesure du projet, et encore une fois de façon très progressive, de décider que des données peuvent être vues comme critiques et sources de valeur si on les exploite correctement. Donc c'est en fait libérer le client d'un périmètre purement opérationnel et cloisonné pour lui permettre vraiment de faire ce bout en bout qui peut être assez complexe si on n'est pas outillé. Je ne vous ai pas laissé commenter le dernier slide. Alors ça, c'est le slide de la Data Fabric Studio, qui montre toutes les sources à gauche et puis toutes les utilisations à droite. Et au passage, on peut remarquer qu'une de ces cibles peut être justement le Supply Chain Orchestrator, mais pas seulement. Ça peut être vraiment une tour de contrôle construite par le client, ça peut être ses produits déjà existants d'APS, etc. Donc les sources, c'est encore une fois le client qui va décider de quelles sont les sources. Et au milieu de ces sources et de ces cibles, on a ce qu'on appelle le Data Fabric Studio, qui est en fait un cockpit entièrement, encore une fois, basé sur un service managé en cloud, donc aucun déploiement pour aucun client, mais au contraire, le lieu d'expression de ces mises en œuvre de ce qu'on appelle des recettes, qui vont simplifier là aussi la construction de cette Data Fabric. Ouais. Très bien. Gilles, finalement, l'utilisation de la data comme outil de pilotage, est-ce que c'est quelque chose qui est répandu, connu dans les entreprises ? Est-ce que c'est quelque chose moi, je dirais que l'appétence de la data en tant que telle comme outil de pilotage, je pense qu'elle est déjà bien là, comme en témoigne le succès des applications de business intelligence qui ont déjà fait florès depuis quelques années. Mais à mon sens, ce qui est un peu moins présent, c'est le fait que la disponibilité et la qualité des données, on l'a déjà évoqué, restent largement sous-estimées. Et pour prendre un exemple un peu caricatural, on constate quasi systématiquement lorsqu'on fait un POC pour évaluer un logiciel, où on a besoin évidemment de récolter les données de l'entreprise. Donc au départ, l'entreprise dit j'ai pas de problème, j'ai les données, je suis assez à l'aise avec ça. Et à chaque fois, à tout coup, si je peux dire, on gagne, on a un mal de chien à récupérer ces fameuses données. Parce qu'effectivement, on constate à cette occasion que l'entreprise a une perception erronée du fait qu'elle pensait avoir des données à jour, accessibles, etc. Et ce n'est pas le cas. Alors comme disait Sylvain, à la fin on y arrive, donc les données, elles sont là. Mais par contre, est-ce qu'elles sont accessibles ? Ça, c'est un autre sujet. Donc du coup, c'est le pilotage avec les datas, on risque, si on ne traite pas ce sujet-là, on risque quelque part de planifier un peu sur du sale, et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à tirer parti un peu de ces outils de pilotage. Mais une fois qu'on l'a adressé le sujet, effectivement, je pense que la culture est là, et au niveau
Au niveau des directions, voilà, tous les tableaux de bord, les indicateurs sont déjà en place. Ils ne demandent qu'à mieux fonctionner avec de bonnes données, si je puis dire. Ouais, j'imagine que quand on va voir la direction financière et puis qu'on lui dit qu'il va y avoir un impact direct sur son BFR, ça doit sensibiliser quand même un peu. C'est ça, le ROI peut se calculer assez rapidement, en fait. Ouais. C'est effectivement ça. Mais pour en revenir sur la question de la data qui est vécue plus ou moins comme un asset à grande valeur potentielle, ou comme un mal nécessaire finalement qu'on sait mal gérer. Souvent, par expérience, les entreprises ont déjà conscience effectivement de la valeur de ces données, ou en tout cas de leur existence dans des volumes qui parfois font peur, parce qu'en fait, elles se rendent compte qu'elles ont une grande quantité de données, mais qui est très, encore on l'a dit plusieurs fois, qui est dispersée. Et donc, en fait, ils ont du mal, tous ces projets de pilotage ont du mal à exploiter correctement parce qu'elles sont souvent mal outillées, en fait. Ouais. Et avec des outils capables, encore une fois, d'adresser des grosses volumétries, d'analyser très rapidement. Et ce n'est pas que des grosses volumétries, c'est aussi de la donnée très hétérogène par elle-même, avec des formats différents, des interprétations différentes. Ouais. Et donc, pour la plupart, il y a aussi des manques de qualité, on l'a dit, de la data, et une expérience qui peut être parfois, par endroit, par manque aussi de maturité sur le fameux data-driven, qu'on veut aussi éviter en termes de sens, mais sur lequel il faut quand même avoir confiance en fait, dans ces données. Et pour moi, c'est ça le grand bénéfice aussi, et sans doute un des prérequis, c'est la maturité de la confiance de ces données. Et la confiance de ces données, elle passe aussi par, encore une fois, ce travail collaboratif entre tous les acteurs. Et des expériences peuvent être assez malheureuses qui ont fait échouer des projets, et donc dire en fait on n'est pas capable de faire ça. Et encore une fois, c'est souvent par manque, là pour le coup, d'outillage ou de capacité à adresser ces volumes hétérogènes et parfois de grande volumétrie, avec une vraie sous-estimation aussi des bénéfices par ces expériences malheureuses en fait. Donc beaucoup de clients font des avancées puis des reculs par des bénéfices qui sont pas toujours bien perçus et considérés comme vraiment du mal à atteindre. Donc en disant en fait on n'est pas prêt et les technologies sont pas prêtes, et ça c'est justement une erreur. En fait, les technologies sont prêtes, mais il faut effectivement s'accompagner d'experts à la fois IT, d'experts supply chain qui accompagnent le changement en recentrant le besoin métier pour vraiment exploiter intelligemment ces données. On va se tourner vers la régie pour voir si nous avons des questions, et je salue Jérôme qui arrive. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Effectivement, une question assez générale. Quel retour avez-vous sur les projets IA ? Alors, qui souhaite répondre ? Alors, le retour, c'est une très bonne question. Le retour qu'on a sur les projets IA, ça revient justement à la qualité des données. En fait, il y a deux instituts, le RAND et le Gartner, qui ont mesuré que 80% des projets d'IA sont voués à l'échec. Pour une seule et bonne raison, ou mauvaise raison, c'est la qualité des données. Donc 80%, c'est colossal. C'est colossal puisque c'est plus de 2 fois la plupart des projets traditionnels, en fait. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est au contraire un signal d'alerte sur le fait que sensibilisons les entreprises au fait que y a des outils et des process à mettre en œuvre pour s'assurer de la fiabilité de ces données, de la qualité de ces données. Et c'est encore une fois une fuite en avant que d'aller sur l'IA si on n'a pas garanti cette mais mon sentiment, et pour voir énormément de gens qui passent ici, c'est que les entreprises en ont conscience. Oui. Mais elles ne savent pas comment s'y prendre. Exactement. C'est vraiment... un problème de maturité et d'accompagnement. Il faut effectivement leur donner confiance sur ces projets. Et c'est là où des entreprises comme celle de Gilles, Supply, etc., sont pour nous cruciales pour garantir vraiment à l'appui du client dans son projet. C'est vraiment de l'humain. Un projet Data Fabric... c'est très technique, mais il faut réussir à faire collaborer l'humain, à lui redonner confiance en l'accompagnant sur la capacité que la technologie va permettre, si elle est correctement accompagnée,
de maîtriser et d'atteindre cette qualité. Je reviens sur Data Fabric. C'est quoi? C'est une méthode? C'est un outil? C'est une... Comment... une architecture. Alors, moi, j'aime à dire, à rappeler en fait que la supply chain, je l'ai dit, c'est à la fois, puis c'est pas moi qui le dis, c'est la définition la plus classique, c'est finalement qu'un réseau de biens et de services, produits finis qui avant viennent en semi-fini à partir de matières premières, et puis des services entre fournisseurs, producteurs et clients, etc., logisticiens. Donc tout ça, c'est du réseau. Et avec énormément de liens. Et donc en fait, on arrive à ce tissu. Et ce qu'on cherche à faire chez Intercept, en fait, c'est à offrir en fait, à nos clients son propre tissu. Vous savez, un peu comme les tartans écossais, finalement, qui sont tous uniques. Donc il y a des milliers de variétés de tartans qui sont tous, en fait, on retrouve en même temps dans chaque motif, finalement, les fils dont ils sont constitués, et qui souvent, historiquement en tout cas, sont liés à des couleurs qui sont liées en fait aux ressources naturelles locales. Donc c'est ce qu'on va contextualiser. Et puis évidemment les goûts de chaque clan et de ses cultures, etc. Donc ça c'est pour l'histoire écossaise. Et ben c'est ce qu'on cherche à faire avec une data fabric en fait, personnaliser un tissu qui est propre à chaque client et qui n'est pas du tout encore une fois un tissu complètement prêt à porter sur étagère et d'être en capacité de tisser à l'infini des besoins, en prenant en compte que le contexte est sans cesse en changement. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Quand vous rencontrez les entreprises, que vous allez voir, quelles sont les questions qu'elles vous posent et quelles sont vos réponses en fait? Alors, la première question qu'on voit en fait en général, c'est comment on peut faire interopérer des systèmes qui sont complètement, par nature, encore une fois, un WMS, et un APS, un EMS, etc. Donc toutes ces solutions, elles sont par nature cloisonnées. Et donc le premier besoin qu'on rencontre chez nos clients, c'est la capacité d'interopérer, la capacité de faire dialoguer les machines entre elles, et puis évidemment de s'assurer que les acteurs eux-mêmes trouvent bénéfice à partager. Et encore une fois, c'est pas qu'un axe technologique, c'est vraiment un axe d'accompagnement au changement, de faire... Et là, il n'y a pas de solution unique. Il n'y a pas de solution unique. C'est vraiment la méthodologie qui va, encore une fois, redonner confiance et permettre au client de voir son bénéfice aussi à partager cette donnée. Parce que les données sont partout, enfin, elles sont à tous les niveaux. Est-ce qu'il n'y en a pas un peu plus quand même dans le RP? Est-ce que la tâche prioritaire, c'est pas justement de s'attaquer un petit peu à la donnée qui est dans le RP? Alors historiquement, oui. Mais de moins en moins, parce qu'en fait, on se retrouve avec, et on en parlait avec Gilles d'ailleurs il y a quelques temps, on se retrouve, la tendance du marché, c'est au contraire de multiplier, d'avoir une approche qu'on appelle best of breed en fait, et de multiplier vraiment les solutions opérationnelles et de sortir finalement de l'ERP ultra sachant. Non, il y a effectivement eu cette tendance il y a quelques années, et qui est encore présente, vous avez raison, chez beaucoup de nos clients. Mais un APS a aussi cette ambition dans les vues SNOP de gérer de plus en plus de choses, etc. Donc il ne faut pas croire qu'une seule, encore une fois, solution vienne à 80% gestion des données. Et même, encore une fois, même si elle atteint ce 80%, ce qui peut être le cas parfois dans certains contextes, c'est pas elle qui permettra de combler les 20%. Et peut-être que ces 20% sont là où vous avez les meilleurs leviers d'amélioration et d'avantages concurrentiels en fait. Ces 20%, comment vous faites pour les résoudre si le RP est à bout de souffle en fait. Oui, ça revient à ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire que la technologie en tant que telle ne fait pas tout si derrière il n'y a pas l'organisation qui permet justement de mettre en place une organisation robuste, pérenne. Oui, ça semble du bon sens, mais effectivement on a tendance un peu à l'oublier ou à pas... Et pourtant, il y a eu beaucoup par le passé, il y a eu beaucoup d'échecs. Je me souviens, les premiers APS, quand on a mis en place des grandes organisations qui s'appuyaient sur le PS, on s'est souvent rendu compte que finalement, si l'organisation n'était pas mise en place au préalable, enfin avant, on pouvait aller rapidement à l'échec.
Oui, bah effectivement, parce que voilà, je pense que le focus était mis sur le processus lui-même et pas entre la collaboration avec les acteurs. Et c'est là, effectivement, qu'elle est aujourd'hui la valeur. Donc, pour compléter, je reviens juste un peu sur la remarque qu'on a fait tout à l'heure sur l'ERP, effectivement. Donc, aujourd'hui, notamment dans le domaine de la supply chain, on est vraiment dans une approche où on a ce qu'on appelle une servicisation des applications, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des fonctionnalités sur étagère dans le cloud pour des prévisions, pour des calculs de besoins, pour de l'optimisation de tournées, etc., etc. Donc on a quelque part aussi le bénéfice d'une approche beaucoup plus agile. Donc il faut profiter là-dessus pour, encore une fois, mettre encore davantage l'accent, je dirais, sur la collaboration entre les métiers, puisque effectivement, on va avoir toutes ces briques applicatives spécialisées qui vont adresser les besoins spécifiques de chacun des métiers. Donc, c'est un travail de tous les instants pour pas retomber, je dirais, dans la tendance de dire j'ai mon application, donc je reste dans mon stylo, et de toujours, effectivement, faire transiter à la fois les flux d'information et les flux physiques, et évidemment les flux financiers à travers ces plateformes et ces méthodes qu'on vient d'évoquer. Dit comme ça paraît facile, mais à l'intérieur des entreprises, il y a souvent des freins culturels, des organisations qui font que ce n'est pas toujours aussi évident de décloisonner les organisations, la production, le marketing, le commerce. Tout ça, ce n'est pas toujours évident. Hein. On est face des fois à des freins auxquels on ne s'attendait pas. Clairement, oui. C'est pour ça que dans les diagnostics, je pense que l'on peut poser, lorsque effectivement on fait appel à un consultant pour essayer de faire un audit et d'essayer d'établir une feuille de route sur la transformation digitale, il faut toujours avoir l'esprit de dire de challenger en disant se reposer la question pourquoi est-ce qu'on veut changer d'outil, bien de le poser. Et il y aura toujours un débat en interne dans l'organisation, il y aura toujours des gens qui trouveront les arguments pour dire je veux changer mon outil, etc. C'est le challenger, effectivement, avec l'organisation qu'on veut mettre en place et la collaboration et l'interopérabilité qu'on peut avoir avec les systèmes. Et l'avantage, effectivement, d'avoir ces nouveaux systèmes qui sont à la fois, effectivement, de la méthodologie et de la technologie, c'est que ça offre une alternative, notamment aux consultants. C'est pas tout ou rien, c'est pas ou garder votre outil ou passer par le nouvel outil. On peut être beaucoup plus agile dans la façon d'accompagner la transformation des entreprises et quelque part en tirant parti de ces technos pour améliorer l'organisation. Parce que voilà, c'est des technologies qui sont beaucoup moins invasives et je dirais bulldozer que peut l'être un ERP ou un APS. Voilà, donc c'est beaucoup plus dur à digérer, si je puis dire. Donc, si vous aviez des conseils ou un conseil à donner aux internautes qui nous regardent aujourd'hui, partir du besoin métier. Oui. Partir du besoin métier, c'est vraiment pour nous essentiel. Je répète, c'est là où va se créer la valeur, c'est là où les utilisateurs vont voir leur retour sur investissement, les bénéfices immédiats. Et le deuxième, c'est ce qu'on a dit, valoriser l'existant. Ne pas partir du principe qu'il faut commencer par remplacer quelque chose et que une solution va venir vous aider. On est nous-mêmes éditeurs de solutions, donc on va pousser dans ce sens d'accélérateur, mais pas dans l'esprit de remplacer pour remplacer. Pour compléter ce que dit Sylvain, moi je ferai deux recommandations. Donc déjà du point de vue du consultant, je pense que ce qu'on vient de voir, les nouvelles méthodos, aussi les nouvelles technos qui vont avec, c'est vraiment un changement de paradigme, encore une fois, pour aborder la transformation digitale. Mais la première recommandation, on l'a évoqué aussi, c'est quand on pose un diagnostic, c'est de s'attacher à mesurer la maturité des données, de la même manière qu'on mesure la maturité des processus. Parce que au regard de le résultat d'analyse, je pense qu'on peut avoir un regard complètement différent, une perspective complètement différente sur qu'est-ce qui va être prioritaire, qu'est-ce qui va être à risque, par quoi il faut commencer, etc., avant de se lancer dans un projet Big Bang ou de penser qu'effectivement ce sujet-là est critique, alors qu'en fait c'est juste un problème de maturité des données et qu'on doit passer par cette étape-là. Ça, c'est la première recommandation. Et la deuxième, c'est effectivement de se dire qu'il faut adopter des nouveaux réflexes, encore une fois, lorsqu'on s'engage dans une démarche de transformation digitale, parce que maintenant, il faut qu'on pense à ces nouvelles possibilités, en termes de ce qu'on a évoqué, de supply chain orchestrator, data fabric, etc. Et notamment, par exemple, quand on fait un cahier des charges pour renouveler un outil, donc un nouvel outil de planif, un nouvel outil d'exécution, etc., de se dire, pourquoi pas ne pas aussi l'adresser à un acteur qui dit « moi, je ne vais pas changer votre outil, je vais essayer de le faire mieux fonctionner, m'attacher aux données ». Et du coup, ça met en perspective en me disant
est-ce que j'ai vraiment besoin de remplacer l'outil? Est-ce que c'est le process qui est obsolète? Ou est-ce que c'était plutôt la façon dont cet outil était alimenté et alimentait les données, comme les autres systèmes en retour, qui fait que ça ne fonctionnait pas? Et donc ça, voilà, je pense que c'est vraiment une façon de challenger toutes les démarches de transformation, de changement d'outils et qu'on ne pouvait pas faire auparavant parce que voilà, typiquement ces approches-là, ces technos n'existaient pas, quoi. Ouais. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup pour ces explications, c'était super intéressant, vraiment. C'est vraiment un sujet qu'on n'aborde pas souvent et qui est pourtant fondamental. Data et interopérabilité, deux termes qui sont clés pour booster les performances de l'entreprise. Si on veut vous contacter, Intersystem, vous avez un site internet? Oui, intersystems.com/fr, pour la version française. D'accord. Très bien. Et pour Supplier? C'est www.supply.fr en ce qui me concerne. Donc. Très bien. Et merci. Maintenant, vous savez à qui vous adresser. Merci, merci à vous deux. Merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi l'émission. À très bientôt pour une nouvelle émission sur le plateau de Supply Chain Village.